jusqu'à présent scrupule à vous la poser dans le cadre de nos précédents entretiens sur le sujet, mais il me semble important de faire le point sur cette question. En 4 mots comme en un, Emmanuel Macron est-il fou? Alors c'est vrai que dans mon analyse, je suis parti d'un concept parallèle que je qualifie de psychohistorique, hein, celui de Francis Fukuyama, donc la mégalothymia, à savoir le besoin de quelqu'un qui se sent supérieur de voir reconnu sa supériorité devant le monde entier, donc non seulement chez lui, mais à l'extérieur, sur toutes les scènes où il se trouve. Et puis, au fil évidemment des sollicitations médiatiques, j'ai croisé ces notions que j'avais quand même abordées dans mon travail, à savoir 3 grandes notions: la psychopathie, la perversion narcissique et la psychorigidité. Alors, j'ai essayé de faire sous la forme d'un tableau que l'on peut montrer à nos amis. Voilà, j'ai essayé de faire l'inventaire, évidemment, des différents symptômes correspondant à chacune des catégories. Alors, tableau d'ailleurs que je peux vous envoyer par mail. Je donne mon mail tout de suite, hein, en minuscule michel.fize avec un z club petit-internet.fr. Cette adresse d'ailleurs où vous pouvez aussi m'écrire si vous voulez acheter le livre directement sans passer par le site Amazon. Voilà. Alors, simple petit conseil auquel souvent on ne pense pas. Quand on veut lire un document sur un écran, il suffit d'appuyer sur stop, hein, sur arrêt image, et prendre son temps pour lire le document qui est peut-être plus difficilement lisible quand la vidéo tourne. Voilà. Voilà, et puisque nous sommes... voilà, donc le livre, comment il se présente. Voilà, donc... Voilà, et donc cet ouvrage est disponible sur Amazon. Et donc, en me le demandant à mon adresse mail que je viens de donner, et je prends à ma charge les frais d'expédition. Oui, parce que pour préciser, vous avez eu un certain nombre d'interventions ces derniers jours sur différents médias et vous avez cumulé un nombre de vues impressionnant. Donc vous avez pu répondre à des questions des animateurs dédiés sur cette thématique. Mais je pense qu'il est toujours bon à un moment de retourner au texte dont il est question. Donc je conseille à tout le monde, je me permets de conseiller à nos spectateurs, si la question les intéresse, de ne pas en rester à ce que nous allons dire, mais peut-être, si la question les intéresse, d'aller approfondir en lisant votre livre, tout simplement. Voilà. Oui, parce que c'est vrai que parfois on me fait reproche de ne pas avoir dit ceci ou cela, ou de ne pas avoir été suffisamment précis sur tel ou tel aspect, mais dans un entretien, même long, puisque bon, que ce soit sur géopolitique profonde ou sur Radio Courtoisie, bon, j'ai un format quand même d'1 heure à 1 heure et demie, donc on peut dire beaucoup de choses, mais malheureusement... Ou même sur la revue Pitch, hein, précisons-le aussi. Comment? Sur la revue Pitch également. Non, Putsch. Putsch. Décidément, j'y arriverai pas. Oui, c'est Putsch, hein, Putsch. Putsch Média. Il y a effectivement un grand entretien que j'ai accordé à Nicolas Vidal, donc Particulièrement intéressant, du reste. voilà, qui est toujours en ligne, voilà, qui est bien fait avec des questions qui étaient tout à fait intéressantes. Alors, pour revenir à Emmanuel Macron, est-il fou? Alors, c'est vrai que dans les commentaires, c'est ce qui revient le plus souvent. Or, c'est vrai que fou, c'est pas un concept médical très assuré. Bon, mais par contre, psychopathie, perversion narcissique, psychorigidité, euh, bon, tout ça, ça a évidemment un sens médical. Alors, quand on confronte les attitudes, les postures d'Emmanuel Macron avec tous ces symptômes que j'ai donc indiqués dans ce tableau,
force est de reconnaître qu'Emmanuel Macron coche à peu près toutes les cases. Hein. C'est-à-dire qu'il n'est peut-être pas totalement psychopathe, peut-être pas totalement pervers narcissique, peut-être pas totalement psychorigide, mais quand on additionne ces différents symptômes, on tombe quand même sur une super pathologie. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire? Bon, sans s'aventurer trop sur cette question. Bon, d'abord, il y a des carences psychiques euh, ou des déviations psychiques qui ont produit deux choses. La première, c'est un sentiment de toute puissance, avec ce qui va avec, c'est-à-dire pas de limite, sans interdit, pas de tabou, je dis ce que je dis, je fais ce que je veux. Euh, voilà, c'est l'autoritarisme absolu dont on parlera tout à l'heure sur le plan politique. Et deuxième chose, c'est paradoxalement une mauvaise image de soi. Euh, je crois que M. Macron a un rapport compliqué à la fois à la sexualité, mais là, moi, je manque d'éléments décisifs pour aller beaucoup plus loin que cette affirmation. Mais en tout cas, il y a aussi un rapport compliqué à la virilité. D'où toutes ces postures très viriles, en aviateur, en boxeur, dans sa salle de musculation à l'Élysée. Donc, prenant toujours des postures viriles, On comme si surjoue la virilité, du coup. eh bien, on compense peut-être une virilité qui n'existe pas. Donc, on prend des images pour l'affirmer. Mais pas que. On prend aussi des mots. Hein. Et il ne vous aura pas échappé que l'un des mots favoris d'Emmanuel Macron, surtout en ce moment, c'est guerre. Alors, guerre, un mot qui nous avait déjà servi au moment de la crise du coronavirus. Nous sommes en état de guerre, hein, avait-il dit. Voilà. Et mot qu'il ressort aujourd'hui avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine, en parlant d'une nécessité d'un réarmement, supposant donc le passage à une économie de guerre. Voilà. Nous parlons de riposte par rapport à des offensives qui peuvent n'être pas militaires mais économiques, hein, par exemple avec Trump. Voilà. Bon. Et puis, hein, vous vous rappelez comme moi de cette expression de menace imminente que constituerait la Russie, dont on avait subitement l'impression que les armées russes allaient débarquer sur les Champs-Élysées demain matin. Voilà. Alors, on sait que la guerre, hein, c'est un mot de la virilité par excellence. C'est le mot des enfants, hein, qui ont toujours aimé jouer avec des armes. Hein. Moi, le premier, hein, donc des pistolets, des fusils, des arcs à flèches, enfin, tout ce que l'on veut, des frondes. Voilà. Donc tout ça est à relier sans doute à un problème d'insuffisance virile. En tout cas, bon, c'est un homme à la personnalité inachevée et à l'immaturité prononcée. Hein, Nicolas Vidal, dans son entretien sur Putsch Média, me posait cette question. Est-ce que ça a évolué depuis ces dernières années? Je pense que cette immaturation profonde s'affirme davantage. Hein, je crois il n'arrive pas à se mettre vraiment dans la stature d'un adulte complet, si tant est qu'on puisse jamais l'être, voilà. Et il n'arrive pas véritablement à se comporter comme un chef d'État, hein, avec le recul qui s'impose, la distance qui s'impose. Hein. On a beaucoup souligné, notamment dans l'entretien avec Géopolitique Profonde, le côté tactile. Hein. Bon, euh, il va toucher la main de Madame Meloni, hein, la présidente du Conseil italienne. On me racontait que, je ne sais plus à quelle occasion, je crois une occasion sportive, il avait pris la main de la présidente croate, mais
les doigts écartés, c'est-à-dire qu'il l'avait pris comme on prend une fiancée, pour employer un terme un peu ancien. Voilà. Donc ce côté tactile, évidemment, montre il a peine à contenir ses émotions, hein, et donc il a peine à ne pas vouloir se mettre dans des postures qui vont compenser probablement, encore une fois, ce qu'Adler appelait un complexe d'infériorité, voilà, en l'analysant très bien, hein. C'est-à-dire, plus il y a une affirmation de puissance, plus il y a des postures de puissance, plus ça révèle probablement un sentiment d'infériorité très, très fort. Donc voilà un peu le point qu'on peut faire aujourd'hui. Euh, et donc, ça n'est pas évidemment sans rejaillir sur la sphère politique, hein, et évidemment ses fonctions politiques. Bien, ce constat étant fait, il me semble intéressant d'extrapoler, en indiquant ce que chacun sait, qu'Emmanuel Macron n'est pas un personnage lambda, mais le président d'un pays d'une certaine importance encore. Les dérèglements mentaux dont nous sommes tous victimes, sans doute à certains degrés, dans certaines circonstances, mais qui au pire ne perturberont que nos relations dans notre cercle familial ou professionnel. Ces dérèglements mentaux concernant un président de la République ne sont-ils pas mortifères pour notre pays? Vous m'avez souvent indiqué, ayant côtoyé divers détenteurs de pouvoir politique, que le pouvoir était une drogue dure, sans doute la plus dure. Alors, cet homme, dans ce bouillon de culture de pouvoir quasi absolu, n'est-il pas dangereux pour l'avenir de notre pays? Et cet univers de pouvoir n'exacerbe-t-il pas l'évolution de ces troubles de façon exponentielle? Et justement, dans votre analyse, avez-vous pu constater, euh, depuis sa première élection, une évolution inquiétante? Le pouvoir n'est-il pas, pour résumer, un carburant pour ces pathologies? Alors, le pouvoir est une pathologie en soi, hein. Selon une formule populaire, le pouvoir rend fou, hein. On le voit bien, évidemment, déjà avec tous ces prétendants qui se mettent sur la ligne de départ pour la prochaine élection présidentielle. Alors, il est évident que si le pouvoir rend fou, il va rendre encore plus fou quelqu'un qui est supposé l'être lui-même, hein. En tout cas, présentant donc ces graves défaillances dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais Alors, dans votre ouvrage, vous avez fait une analyse quand même assez exhaustive. C'est pour ça que j'invite tous nos spectateurs à le lire. Vous avez fait un énorme travail d'archives, hein, pour retrouver la signification de certaines de ces images, de ces paroles, de ces actions. Donc, depuis son élection à aujourd'hui, est-ce que vous constatez une évolution de tout ça, de ce pack pathologique? alors, euh, ce que disait Adriano Segatori déjà en 2017, donc le célèbre psychiatre italien qui avait détecté la psychopathie d'Emmanuel Macron, il disait mais c'est quelqu'un de dangereux, dangereux non seulement pour la France, mais également pour le monde et pour l'Italie, ajoutait-il, lui qui est de nationalité italienne. Alors, je suis toujours très prudent avec les étiquetages, hein. C'est-à-dire, euh, une personne qui commet une infraction n'est pas forcément un délinquant. C'est une personne qui a commis une infraction et qui va donc être punie pour l'infraction commise. Voilà. Là, effectivement, Emmanuel Macron peut prendre des décisions qui peuvent être dangereuses pour la sécurité du pays et pour notre propre sécurité. Alors, il a deux pouvoirs extrêmement dangereux. Le pouvoir nucléaire, hein. La dissuasion nucléaire, c'est son pouvoir propre de chef de l'État. Donc là, c'est extrêmement simple, hein. Il appuie sur le bouton et la puissance de feu est engagée. Deux, cet article 16 dont nous avons beaucoup parlé, qui donne les pleins pouvoirs, hein, exécutifs, législatifs et judiciaires. Alors, il est vrai que ces hypothèses sont des hypothèses
que certains, et même beaucoup, qualifient d'improbable. Voilà. Mais je rappelle que l'improbable n'est pas l'impossible, voilà, et qu'elle reste des hypothèses, évidemment, à mettre sur le devant de la scène. Oui, parce que en fait, la situation actuelle et, le comportement de Trump à cet égard euh, peut être quand même inquiétant. Quand Trump menace d'abandonner cette cause-là, d'essayer de trouver la paix entre la Russie et l'Ukraine pour raison de mauvaise compréhension de part et d'autre et de mauvaise volonté, et laisser le terrain s'envenimer aux mains de l'Europe, en fait. Et l'Europe, c'est quoi? C'est la France et l'Allemagne. Donc, effectivement, si le conflit s'aggrave, certaines perspectives peuvent devenir un peu moins improbables qu'on le pensait il y a seulement 15 jours. Voilà. Alors, sauf que là, j'ai aussi un peu évolué dans ma réflexion, euh, parce que je crois que Emmanuel Macron aime moins le pouvoir que la scène. Ce dont il a besoin, c'est d'être sur scène, d'être au cœur du spectacle, d'être l'acteur numéro un, d'être le premier rôle. Bon, aujourd'hui, il réendosse cet habit-là, hein, en commençant un voyage dans l'océan Indien. Il est à Mayotte ce matin, voilà. Et donc, il est heureux. Voilà. Il se remet au centre de la scène. Alors, en redisant, évidemment, ne vous inquiétez pas, nous avons déjà résolu la première partie, l'urgence. Maintenant, nous allons pas. Voilà, parce que encore une fois, cet homme, il faut bien comprendre que parler, c'est agir. Voilà, la Alors communication, donc Michel, lui, est si un lieu de j'extrapole un peu décision. sur le conflit qui peut s'envenimer, notre conflit russo-ukrainien, on peut dire que, et ça va dans le sens de nous rassurer un peu, que, à supposer que les États-Unis se retirent du jeu, il reprendra forcément de l'importance à Bruxelles et que les gesticulations qu'il pourra faire à Bruxelles pourront lui suffire à nourrir son ego, Oui, sans passer aux actes. encore une fois, bon, c'est pour ça que de toute manière, il faut aussi redire qu'il n'y aura pas de démission d'Emmanuel Macron, parce qu'encore une fois, soit par les pouvoirs propres que lui donne la Constitution dans le domaine diplomatique, des affaires étrangères, de la défense, soit par le retrait plus ou moins volontaire des premiers ministres qui affirment tout haut en arrivant qu'ils vont gouverner et qui, au fil des semaines, finalement, se laissent plus ou moins euh, diriger par le chef de l'État, qui n'en fait qu'à sa tête. Hein. Je pense qu'encore une fois, ça, c'est quelque chose aussi qui est dans son ADN. Il n'en fait qu'à sa tête. Voilà. Donc, il a toujours une scène. Il a une scène française, donc il va aller serrer les mains dans tel ou tel village de France. Aujourd'hui, il est à Mayotte. Dans quelques jours, il sera peut-être à nouveau à Bruxelles. À Il va Bruxelles, prendre des Si initiatives. Trump, à la fin de la semaine, se retire des négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine, il essaiera de prendre la place. Oui, mais il a besoin encore une fois, hein, d'être rassuré sur sa supériorité. Voilà, parce que je crois qu'il n'en est pas aussi sûr que ça. Hein. Donc je reviens à ce complexe d'infériorité dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Mais encore une fois, c'est important de souligner que sa parole tient lieu d'action. Il annonce fortement une chose, voilà, qui généralement ne se réalise pas, et il passe à une autre chose. Il réannonce une autre chose, et ça fait de nouveau une action. Donc voilà, c'est l'action du communicant, c'est l'action du communicant. Voilà. Donc encore une fois, Emmanuel Macron, ce qu'il cherche, c'est être visible. Voilà, il veut être vu, il veut être entendu. Et je redis, finalement, puisque c'est un amoureux de la scène, une scène de théâtre, une scène artistique quelconque, lui suffirait, pourvu qu'il soit au centre, au centre. Voilà. Hein. Donc, le pouvoir, évidemment, c'est par définition ce qui met
au centre, surtout quand on est chef de l'État. Voilà, mais je pense qu'il a suffisamment d'occasions de se déplacer, d'inviter. Hein, regardez, il invite à l'Élysée hein, les chefs d'État et de gouvernement européens, avec les Américains. Il est heureux comme ça. Voilà. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de démission, je le répète. Je pense qu'il n'y aura pas de dissolution. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Ce serait peut-être prendre encore un risque dont on ne sait pas très très bien ce sur quoi on pourrait déboucher. Voilà. Donc, je pense que il va continuer comme ça son bonhomme de chemin jusqu'en avril-mai 2027. En fait, il est un petit peu comme un réalisateur de cinéma qui aurait 1,50 m de scénario sur son bureau. 1,50 m de hauteur. Oui, je crois que c'est quelqu'un qui est aussi sensible aux signes éclatants du pouvoir. Une journaliste me racontait récemment qu'à l'occasion d'un déplacement, je ne sais plus d'ailleurs à quel endroit, mais peu importe, quand l'avion arrive sur le tarmac, bon, il constate que le tapis rouge n'est pas déplié. Hein. C'était en Russie. Et le tapis rouge n'était pas déplié simplement parce qu'il s'était invité lui-même. Ce n'était pas une visite officielle. Voilà, et c'était donc un jour où il était très 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 froid, très 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 froid. D'ailleurs, le soldat qui était au pied de la passerelle se gelait beaucoup. Eh bien, il a tourné et retourné dans l'avion hein, jusqu'à ce que le tapis rouge hein, soit déroulé correctement. Voilà, donc on voit bien qu'il est aussi évidemment sensible hein, à tous ces symboles du pouvoir, Oui, évidemment. et puis un de ces conflits symboliques qui vont exactement dans le sens de ce que vous dites, c'était le limogeage masqué du chef des armées au tout début de son premier mandat. Euh, Simplement parce que ce chef avait émis des avis un petit peu négatifs dans une réunion de travail. Du reste, ce n'était pas dans une conférence de presse, mais ça n'a pas plu. Ça remettait un tout petit peu en cause les pouvoirs du chef de l'État et la personne dans les 48 heures, le chef d'état-major des armées françaises, a dû démissionner. Oui, mais ça, c'est le propre du mégalothymia, qui n'admet aucune contradiction. Par conséquent, c'est l'homme politique par excellence qui ne peut pas pratiquer le compromis. Hein, parce que le compromis, c'est accueillir la parole de l'autre. Hein, c'est faire dialoguer sa propre parole avec celle des autres. Mais pour un mégalothymia, les autres n'existent pas. Hein. Je l'ai dit sous une formule un petit peu raccourcie lors d'une récente émission. Hein, il y a moi, j'avais dit un jour, moi et les autres. Je corrige, il y a moi et même pas les autres. Donc c'est moi tout seul, moi qui occupe toute la scène. Voilà, hein, parce qu'encore une fois, c'est celui qui non seulement veut être au centre, voilà, mais qui préfère qu'il n'y ait personne autour de lui. En tout cas, pas euh, peut-être des figurants, mais pas plus. Voilà, pas Alors, plus. à ce titre-là, il y aurait un chapitre à ajouter à votre, à votre ouvrage. Ça serait une analyse de son compère de toujours, plus qu'un compère, de son quasi-jumeau, au moins au niveau du pouvoir et de l'accession au pouvoir, qui était Alexis Colère. Comment Emmanuel Macron, dans cet état psychologique, a pu cohabiter aussi étroitement avec une autre personne, en Voilà, l'occurrence alors ça, Alexis Colère. Voilà. Alors ça, c'est une vraie Mystère. question et un vrai mystère. Oui, vous m'enlevez le mot de la bouche. Un vrai mystère. Voilà. Alors maintenant, il resterait à vérifier quel type de collaboration il y avait, hein, dans quelle mesure les conseils ou les suggestions d'Alexis Kohler étaient suivis ou pas. En tout cas, bon, il semble que le personnage avait envie de s'en aller et que ça fait un certain temps hein, qu'il avait déjà envie de partir. Mais bon, apparemment, le À point peu de près vue. depuis la dissolution, je crois. Oui, voilà, donc, bon, parce qu'effectivement, hein, dans les coulisses du pouvoir, 7 ans, c'est long, hein, 8 ans, c'est long, donc à un moment Oui, donné, et en plus, cette personne était déjà avec Macron
pour son accession au pouvoir, c'est-à-dire avant sa première élection. Donc, il a cohabité avec cette personne pendant 8-9 ans. On n'a aucun élément sur Alexis Kohler. C'est le mystère absolu. On connaît sa date de naissance, un peu ses accointances familiales suite aux différentes affaires, mais c'est tout. C'est une personne J'aimerais complètement... terminer par une chose, parce que c'est une question qui avait été posée au cours donc de l'entretien, où je renvoie tout le monde, hein, géopolitique profonde, hein, il y a quelques jours. Donc, je crois que c'était Nicolas Stocker, hein, qui est animateur de Radio Courtoisie, qui disait, mais bon, ce qui est quand même assez curieux, c'est que tous les présidents ont le souci de laisser une trace matérielle derrière eux, hein, la grande pyramide du Louvre, hein, le musée du Quai Branly, etc. Voilà, lui, non. Mais c'est parfaitement compréhensible. C'est-à-dire, il n'y a pas d'après Macron dans son esprit. C'est-à-dire que l'après est impensable. Comme d'ailleurs pour tout président sortant, hein, la perspective de sortir, c'est de l'ordre de l'insupportable au sens physique du terme. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote, parce que euh, c'est Madame Stam de Radio Courtoisie qui l'a livré. Bon, savez-vous ce qu'il fait actuellement à l'Élysée? Eh bien, il utilise abondamment une eau de toilette Dior, Oui, donc eau sauvage, et il parfume tout- toutes les pièces, voilà, avec le souci que, eh bien, quand il ne sera plus là, on pensera encore à lui grâce à ce parfum. Voilà comment Emmanuel Macron envisage la suite. Voilà, une suite où il ne sera pas oublié en laissant ses traces olfactives. écoutez, Michel, sur cette anecdote de conclusion, je dirais, à défaut d'avoir pu assumer son rôle de Jupiter, il se rapproche là un peu de Louis XIV avec ce parfum. Ah oui, tout à fait. Mais bon, on est avec ce palais, hein, évidemment, dans un palais monarchique, hein, donc il y a tout à fait coïncidence. Bon, alors je redonne donc, parce que là j'ai développé davantage, hein, évidemment. Oui, donc Donc, un président anormal, la suite, voilà, sur Amazon. voilà. Donc Amazon au prix de 18 euros. Bon, sinon vous m'écrivez, mais on l'écrira peut-être dans un commentaire. Mon adresse mail, michel.fise@club-internet.fr, et je vous l'enverrai au même prix avec les frais d'envoi que je prends à ma charge. Voilà. Et puis surtout, mettez des commentaires et profitons-en pour remercier euh, tous ces abonnés qui depuis quelques jours se bousculent, puisque nous avons dépassé ce matin le cap des 60 abonnés supplémentaires depuis une semaine. Donc nous allons atteindre, probablement peut-être même avant la fin de la journée, sûrement les 450, et probablement dans la semaine les 500. Voilà, donc un premier palier sera atteint. Il nous restera à atteindre le deuxième palier symbolique, celui des 1000. Oui, j'allais dire des 5000. Step by step, comme disent les Anglais. Marche Oui, après mais on marche. peut monter 4 à 4, Michel. Oui, oui. C'était On en a, d'ailleurs. contrairement à certains commentaires qui ont été faits dans une précédente vidéo nous concernant, on est encore en bonne forme. Voilà. Alors, avec petite devinette, quel est le Premier ministre qui montait les marches de Matignon 4 à 4? Je pense que c'est Chirac, hein, non? Non, c'était Jacques Chaban-Delmas, Ancien rugbyman et tennisman. et tennisman. Voilà. Donc, il y a même des images, hein, on le voit monter d'une façon très très leste ces marches. Je crois que c'était l'Élysée d'ailleurs, parce que Matignon, je ne suis pas certain qu'il y ait des marches aussi imposantes. Voilà, pour la petite anecdote. Eh bien voilà,
il nous reste à prendre congé pour ce jour, en attendant notre prochaine prestation. Bonne journée à toutes et à tous, et à très bientôt. Sous la grisaille parisienne. Sous la grisaille, et ici, c'est quasiment l'automne, 1er novembre, voilà. Mais bon. Le pire de l'histoire, c'est que je me suis aperçu hier, en regardant le calendrier, qu'en fait, dans 2 mois, à quelques jours, non, dans 2 mois très précisément, figurez-vous, que les jours commenceront à raccourcir. Déjà. Voilà. À très bientôt. Et bon lundi de Pâques.